Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Société psychédélique française. Je suis Vincent et avec Zoé, on est très ravis de recevoir David Redeley. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir pour assister donc à ce nouveau format qui vise à présenter la diversité, le dynamisme et la richesse des recherches qui sont menées par les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses francophones qui travaillent sur le thème des psychédéliques. Alors, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait longtemps que je voulais organiser ça, de faire un webinaire comme ça qui permette de diffuser la jeune recherche. Ça fait un écho. Je ne sais pas si ça vous fait un écho chez vous. Avec la fin de ma propre thèse, plus les différents projets de la Société psychédélique française qui étaient en cours, ça a pris un peu de temps, mais ça y est. Vous pouvez maintenant, vous aussi, soumettre vos propositions, si vous êtes en master ou si vous êtes en doctorat, si vous avez soutenu votre master ou votre doctorat, sur les psychédéliques, dans toutes les disciplines possibles. Vous avez vraiment, si vous avez envie de nous présenter vos recherches, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais mettre dans la description de la vidéo, une fois qu'elle sera en ligne, le lien vers l'appel à communication qui sera renouvelé chaque année en fait et qui est ouvert sans limite de temps. Donc même si vous avez soutenu il y a quelques années votre master ou votre doctorat et que vous avez envie de nous parler de votre travail, venez nous présenter une communication. On fera régulièrement donc, des webinaires comme celui-là en fonction des disponibilités des personnes qui nous auront écrit et qui voudront participer. Alors, je rappelle aussi qu'il existe un prix de la Société psychédélique française pour récompenser les meilleurs masters soutenus sur les psychédéliques. Donc là aussi, n'hésitez pas à candidater. Je mettrai aussi le lien dans la description. Le montant du prix, il est de 500 €. Donc ce prix, la Société psychédélique française a la possibilité de l'offrir évidemment grâce aux personnes qui adhèrent à l'association. Donc c'est aussi grâce à cet argent qu'on peut faire des conférences, des projections de films, des clubs de lecture un peu partout en France et puis de plus en plus chaque année. Donc je vous remercie chaleureusement et je vous encourage évidemment de continuer à adhérer à l'association, à la Société psychédélique française en allant sur le site internet. Alors ce soir, pour inaugurer ce webinaire de la jeune recherche, on a le plaisir de recevoir David Redeley, qui est étudiant en master de neurosciences à l'Université d'Amsterdam. Il nous en dira un petit peu plus sur son parcours dans un instant. Et au cours de son cursus, il a eu la possibilité, la chance de faire un stage à l'Imperial College, dans lequel il a étudié la localisation des signaux de la DMT dans le cerveau humain. Et je vais m'arrêter là dans la description de ses recherches pour ne pas me ridiculiser, parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc, David va avoir la parole pendant une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on aura un temps de questions, d'échanges. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions au fur et à mesure. C'est plus facile pour nous. On récupère toutes vos questions et après, on lui posera. Et puis, je compte sur vous aussi pour en poser plein de questions. C'est important quand on commence ces recherches de voir que notre travail intéresse, que ça suscite des discussions, des échanges. On lui transmettra tout ce que vous dites sur le chat. Voilà, donc que tout ça se fasse aussi dans un esprit de bienveillance. Voilà, je ne sais pas, Vincent, si tu veux ajouter quelque chose. Non, tu as tout dit. Moi, Bon. je vais prendre les questions sur le chat, je vais les copier-coller, je les soumettrai sur un document qu'on exploitera quand David aura fini sa présentation. Et aussi, je vais m'arrêter très vite parce que j'ai très hâte d'écouter David. Oui, moi La aussi. DMT est un sujet qui me fascine. Alors, on te donne la parole, cher David. Bonsoir tout le monde. Peut-être. Ouais. Merci Zoé, merci Vincent, merci à la Société psychédélique française de m'inviter à inaugurer ce séminaire. Et puis, je vais tout de suite commencer par vous partager la présentation que je vais vous faire. Et puis également me présenter. Donc, pour me présenter succinctement, en fait, personnellement, j'ai repris mes études après avoir fait un autre master dans une discipline qui n'a pas grand-chose à voir, le management. J'ai repris mes études pour justement faire des neurosciences et étudier des états de conscience altérés. Quand j'ai repris mes études, j'avais en tête, bien sûr, l'état psychédélique et également l'état méditatif. Et au fil de mon parcours, je me suis plutôt spécialisé dans les psychédéliques. J'ai fait une licence accélérée, on va dire, à Aix-Marseille en un an.
puis un stage à l'ULB pendant un été. Donc, dans un laboratoire qui s'appelle le Consciousness Computation and Cognition Group. Donc, pour directement attaquer le sujet de la conscience, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse en neurosciences. Et puis en ce moment, je suis en train de terminer un master qui a un nom à rallonge, mais en gros, c'est un master de neurosciences donc qui s'intitule Biomedical Sciences et qui est spécialisé en Cognitive Neurobiology. Mais pour faire simple, c'est vraiment, voilà, c'est des neurosciences. Au cours de ce master, j'ai eu l'opportunité de faire 2 stages, de faire 2 projets de recherche, comme ça s'appelle officiellement. Un premier à l'Imperial College London, au Center for Psychedelic Research, qui est un laboratoire un peu historique et pionnier dans la recherche psychédélique. Et donc, j'ai passé 8 mois dans ce laboratoire. Et en ce moment, je suis à Copenhague, au Neurobiology Research Unit du Rigshospitalet. Je travaille également sur les psychédéliques et également en neurosciences. Cette fois-ci sur le LSD et avec de l'IRM fonctionnel. Et le projet que j'ai fait à Londres, c'était sur de la DMT. Et notre technique de neuroimagerie qu'on a utilisée, c'était de l'électroencéphalographie, dont l'abréviation est EEG, et donc, enfin EEG. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui en particulier. Je vais vous expliquer un peu quelle a été la démarche de cette étude en particulier. Et puis surtout, j'aimerais vous montrer les résultats. C'est des résultats qui sont assez intéressants et qu'on peut mettre en parallèle d'une expérience subjective de DMT. Donc, même si vous n'y connaissez rien en neurosciences, mais que vous avez quelques connaissances sur les psychédéliques, en particulier la DMT, je pense que ça va vous parler. Donc, allons tout de suite dans le vif du sujet. Simplement, j'aimerais créditer Christopher Timmerman, qui était mon superviseur à l'Imperial College London, et qui est donc un neuroscientifique spécialisé sur la DMT. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est que, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on administre de la DMT dans un cadre hospitalier, mais à des gens qui sont sains, ce qui est le cas de l'expérience qu'on a fait là. Quelle est la logique derrière tout ça? En fait, en science, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a des systèmes complexes qu'on arrive mal à étudier, le plus souvent, on essaye de créer une altération du système. Typiquement, si on étudie un lac, on essaie de créer, on va probablement jeter une pierre pour créer des ondulations à la surface de ce lac et mieux comprendre comment il se comporte. Et c'est souvent le cas dans plein de disciplines scientifiques, que ce soit par exemple en astrophysique également. On étudie les altérations qui sont un peu particulières. Par exemple, en astrophysique, on va se concentrer sur des trous noirs si on veut étudier la gravité. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que quand il s'agit d'étudier la conscience humaine, qui est un vaste sujet, et puis surtout qui est un système ultra complexe, c'est assez difficile de l'aborder comme ça, juste en mettant un casque de neuroimagerie sur quelqu'un et en essayant de comprendre ce qui se passe au niveau de sa conscience. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'altérer la conscience d'une manière ou d'une autre, et ensuite de mesurer des signaux de neuroimagerie. C'est typiquement ce qu'on a fait à Londres. Donc, l'idée, c'est que la DMT, c'est donc une molécule psychédélique qui est assez particulière parce qu'elle induit un état de conscience qui est altéré et très immersif. Et puis, en plus de ça, on a vraiment des distorsions à tous les niveaux. Donc, il y a des distorsions spatio-temporelles assez fortes. Donc, on a également cette sensation d'être immergé dans un autre monde avec des visuels très immersifs. Hein. Je suis désolé d'utiliser ce mot à chaque fois, mais c'est vraiment le mot qui colle pas mal, dans le sens où comparé à du LSD ou de la psilocybine, on peut comprendre qu'on est face à des hallucinations. Avec la DMT, on a quelque chose de beaucoup plus immersif. Et en plus de ça, on a également, donc oui, on a ces distorsions spatio-temporelles, ces visuels, et en fait, en plus de ça, la DMT, quand elle est prise, quand elle est vaporisée ou quand elle est prise de manière intraveineuse, elle a une dynamique la dynamique du trip est assez condensée. Donc là, dans l'expérience qu'on a faite, c'est en intraveineuse. En 15 minutes, tous les effets se sont dissipés. Et c'est très intéressant d'un point de vue vraiment du protocole qu'on va mettre en place et du design neuroscientifique parce que ça nous permet d'étudier le trip du début à la fin.
Et c'est assez rare parce qu'on ne peut pas faire ça, par exemple, avec un trip de LSD. On ne peut pas garder les gens dans un scanner ou avec un casque de neuroimagerie pendant 8-10 heures, ou 12 heures même. Et donc là, on le peut avec la DMT. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que grâce à cette molécule-là, on arrive également à avoir vraiment tout le déroulé du trip et donc tous les signaux neuronaux qui y sont associés. Donc voilà, je pense que maintenant, vous voyez un peu mieux pourquoi est-ce qu'on pourrait administrer de la DMT à des gens dans un cadre de laboratoire de neurosciences. Et donc, dans cette étude en particulier, on a 13 volontaires sains qui ont participé. Donc, ça peut paraître assez faible. Et en même temps, c'était la première étude, on va dire, de DMT en intraveineuse contrôlée avec des mesures de neurosciences. Donc, d'une certaine manière, c'était également une étude qui était là pour montrer que c'est possible. Et maintenant, les échantillons sont de plus en plus grands. Mais voilà, juste pour vous replacer dans le contexte, le jeu de données sur lequel j'ai travaillé, c'est un jeu de données qui a été acquis par Chris Timmerman pendant son doctorat. Et il a publié les premiers résultats en 2019 dans une publication dans Scientific Reports. Et moi, j'ai retravaillé sur ce jeu de données pour essayer d'en extraire plus d'informations. On va voir un peu après qu'est-ce que j'ai cherché en particulier. Simplement pour vous remettre tout le contexte de cette étude, les participants étaient des gens qui étaient expérimentés en matière de prise de DMT. Il fallait également montrer l'aspect, il fallait également à cette époque-là, il fallait aussi prouver que c'était faisable et pas dangereux, etc., etc. Et donc, la DMT étant une des molécules psychédéliques, je pense, peut-être les plus déstabilisantes de prime abord quand on est naïf, on a travaillé avec des gens qui étaient expérimentés, qui avaient déjà pris plusieurs fois de la DMT sous plusieurs modes différents, même s'ils n'en avaient probablement jamais pris de manière intraveineuse. Donc là, du coup, on a fait une administration intraveineuse de DMT en une fois. Donc maintenant, la nouvelle tendance en matière d'études cliniques de DMT, c'est de faire des infusions continues pour justement rendre l'expérience plus, on va dire, un peu moins choquante, un peu moins abrupte. Là, c'était ce qu'on appelle un bolus. Donc, c'est vraiment une dose et puis on voit ce qui se passe. Au cours des participants, la dose a augmenté également. C'est ce qu'on appelle en anglais du dose finding. C'est également pour comprendre quelle est la dose qui induit, on va dire, une expérience subjective intense de 9 sur 10, par exemple, si on devait noter sur une échelle de 1 à 10. Donc l'idée, ça a été de prendre des doses et de les augmenter petit à petit pour arriver à ce niveau-là, d'avoir une expérience assez intense, aux alentours de 9 sur 10, quoi, voilà, en termes d'intensité de la drogue et de l'expérience subjective. Et on a enregistré l'activité cérébrale avec un système EEG de 32 électrodes. Donc depuis, pareil, les systèmes ont pas mal évolué. Maintenant, on a plus d'électrodes, ce qui nous permet d'avoir plus de précision. Mais voilà, à l'époque, c'était 32 électrodes, ce qui nous permet quand même d'avoir de l'information spatiale, et on va voir après pourquoi. Et je vous ai mis une petite image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ensuite, on vient fixer les électrodes dans ces petits trous et on met du gel entre l'électrode et le crâne, histoire d'avoir un contact et que l'électricité puisse être conduite du crâne, du cuir chevelu, vers l'électrode. Voilà. Alors, simplement, j'aimerais vous parler de l'électroencéphalographie assez rapidement. On ne peut pas revenir, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur l'électroencéphalographie, mais simplement l'essentiel à savoir pour ce que je vais vous raconter après, c'est que déjà, comme toutes les techniques de neuroimagerie, il y a un compromis entre résolution temporelle et résolution spatiale, c'est-à-dire que l'électroencéphalographie donne à une très bonne résolution temporelle. On a de la donnée qui est en direct, de l'ordre de la milliseconde. Donc, c'est vraiment très, très précis. Par contre, la résolution spatiale est mauvaise pour une raison simple, c'est qu'en fait, les neurones dans le cerveau produisent de l'électromagnétisme. Ils communiquent via des influx électriques et donc ils créent de l'électromagnétisme qui se diffuse parce que même si c'est simplement pour communiquer d'un neurone à l'autre, l'électromagnétisme se diffuse dans toutes les directions. Et en fait, il se propage à travers différents tissus jusqu'au cuir chevelu. Et en fait, cette propagation de l'électricité jusqu'au cuir chevelu, c'est un peu comme si vous pointez un laser dans l'eau. Il y a une sorte de diffraction qui va avoir lieu. C'est un peu pareil avec l'électricité qui est diffractée dans toutes les directions. Et moi, le challenge, le défi que je me suis posé, c'était de retracer l'origine des signaux.
parce que sinon, on a juste une idée des signaux, comment ils sont reçus à la surface des électrodes. Moi, le défi que je voulais attaquer, c'était de savoir mais d'où ça vient dans le cerveau, parce qu'on a quand même maintenant des bonnes connaissances en termes d'anatomie, de réseau dans le cerveau, etc. Donc voilà. Pour faire ça, la technique que j'ai employée, c'est ce qu'on appelle du source reconstruction ou source localization. Donc, je suis désolé pour les anglicismes, mais c'est vrai que la recherche en neurosciences se fait surtout en anglais. Et donc, en fait, on part d'un modèle d'IRM. Donc, c'est une image du cerveau. Là, elle est à l'envers, mais en fait, vous voyez le cerveau en bas. Et on va utiliser cette image qui est donc un modèle. Donc, c'est pas vraiment l'image de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qu'on a moyennisé avec beaucoup de participants. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est de modéliser les différents tissus. Donc là, vous voyez à peu près, voilà, vous avez la peau, le cerveau, les différents tissus. Donc là, en vert, vous avez également différents tissus autour du cerveau. Donc, une fois que j'ai modélisé ce cerveau-là, l'idée, c'est de replacer les électrodes comme elles étaient à la surface. Donc, et puis ensuite, de créer ce qu'on appelle des sources virtuelles, en fait. À l'intérieur du cerveau, je vais créer des sources. Donc là, vous les voyez en rouge. Donc là, j'ai fait une sorte de cube de différents points et je sélectionne certaines qui sont dans le cerveau. Et je vais essayer à partir de là, donc là, on a enfin le cerveau modélisé correctement, les électrodes, les sources à l'intérieur. Et ce que j'essaie de faire ensuite, c'est de voir comment se comporterait un courant électrique artificielle qui partirait d'une source en particulier. Admettons qu'on ait un courant électrique qui parte de l'avant du cerveau, disons d'ici. Moi, j'ai envie de savoir quel est le type de signaux qu'on va observer au niveau des électrodes. Et donc, c'est ce que vous voyez à droite, là, les lead fields. En fait, c'est en partant d'un courant électrique précis, donc artificiel, qu'on modélise, quel type de signaux on obtient à la surface des électrodes. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on peut donner à notre algorithme les signaux qu'on a effectivement enregistrés et en déduire les signaux qui ont été produits dans les sources qu'on a modélisées auparavant. Et donc, en fait, en théorie, on peut savoir, on peut avoir une idée, une estimation d'où viennent ces signaux électriques, de quelle partie du cerveau. Et puis surtout, une fois qu'on a fait ça, on peut faire toutes les analyses qu'on a l'habitude de faire à l'échelle des électrodes, donc à l'échelle du cuir chevelu. Je me répète, mais pour que vraiment vous ayez tous ces éléments en tête, entre les électrodes à la surface de la tête et les sources à l'intérieur du cerveau, les sources virtuelles à l'intérieur du cerveau. Et donc moi, l'idée, c'est ensuite de faire des analyses neuroscientifiques qu'on fait à l'échelle des électrodes, mais cette fois-ci de les faire à l'échelle, à l'intérieur du cerveau pour en déduire des informations plus précises d'un point de vue de la localisation. Donc voilà l'idée de la méthode. Et donc en fait, moi, j'ai calculé plusieurs métriques, plusieurs valeurs. Mais d'abord, juste, je vous montre un peu comment se déroule l'expérience. Donc, les participants sont assis dans une position semi-assis, semi-couché, dans une ambiance un peu tamisée, on essaie de faire en sorte que ce soit pas trop hôpital. Et ils vont passer 5 minutes avec les yeux ouverts avec le casque de neuroimagerie, puis 5 minutes avec les yeux fermés avec le casque de neuroimagerie. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des baselines. Donc, c'est des états de base qui vont nous permettre de comparer avec l'état sous DMT après. Donc, ensuite, on administre de la DMT. Et puis ensuite, moi, j'ai divisé. Donc, on enregistre l'activité pendant 20 minutes après. Et moi, j'ai divisé cette activité en 3 étapes. Donc, je vous mets les noms ici parce qu'en fait, c'est des noms qui reviennent après. Mais DMT5, c'est en fait de 0 à 5 minutes après l'administration de DMT. DMT10 et DMT15. Donc, 3 segments pour avoir, on va dire, 3 phases différentes dans le trip et pouvoir quand même produire des analyses scientifiques sur la base de 5 minutes d'enregistrement. Donc, il faut avoir une durée suffisamment longue pour pouvoir faire des analyses assez robustes. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas faire des analyses sur 30 secondes. Ce serait un peu compliqué. Voilà. À partir de ce déroulé-là, moi, j'ai reconstruit. Donc, là, vous voyez les sources que j'ai utilisées. En fait, là, sur ce cerveau, vous voyez les différentes couleurs. Ces différentes sources, en fait, je ne les ai pas faites de manière arbitraire. C'est des zones anatomiques connues, en fait, et que moi, je peux interpréter, etc. Et donc, à partir de ça, j'ai fait 3 analyses. J'ai fait une analyse de spectre oscillatoire
Et donc, la métrique que j'ai utilisée là, c'est la puissance oscillatoire via une méthode de calculation qui s'appelle IRASA. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui font des neurosciences, vous pouvez regarder. Ça permet de décomposer la puissance oscillatoire entre puissance fractale et la puissance globale du signal entre puissance oscillatoire et puissance fractale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les oscillations. Pas besoin de vraiment rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais pour les plus techniques, n'hésitez pas. J'ai fait une analyse de complexité également. Donc là, on va parler de complexité, d'entropie, tout ça, on va le voir un peu après, et de connectivité. La connectivité, on ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que dans le temps imparti, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire et puis surtout, c'est un peu exploratoire à ce stade. On va simplement se concentrer sur les oscillations cérébrales et l'entropie cérébrale. Et on va voir ce que ça signifie un peu après. Mais juste, je voulais que vous ayez en tête que c'est des différents types d'analyses qu'on peut faire à partir de mêmes données. Voilà, donc on se concentre là-dessus. Et donc, voilà les premiers résultats que je voulais vous montrer. Donc là, on parle d'oscillation. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous guider dans les graphes. Simplement, vous avez probablement entendu parler des ondes delta, des ondes theta, des ondes alpha, des ondes bêta et des ondes gamma. Ce sont en fait des différentes fréquences auxquelles oscille l'activité cérébrale, l'activité électrique du cerveau. Et c'est des ondes qu'on a mis en évidence il y a pas mal d'années déjà. Vous avez probablement entendu, par exemple, des choses sur le fait que les ondes delta sont plutôt associées à un état de somnolence ou de sommeil, ce genre de choses. C'est une bonne vulgarisation quant aux oscillations. Cela dit, il y a beaucoup de limitations sur ce genre d'interprétation. C'est vraiment difficile de dire à quoi correspond chaque onde. Et c'est tout le travail des neuroscientifiques qui travaillent sur l'électroencéphalographie. Donc, même si vous avez lu des trucs un peu à ce propos, j'aurais tendance à être assez critique des simplifications de ce genre-là. Donc là, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport aux psychédéliques. Dans les études en neurosciences, dans le domaine des psychédéliques, il y a pour l'instant, on a eu quelques résultats qui sont sortis dans différents laboratoires, et il y a peu de résultats qui sont reproduits d'un laboratoire à l'autre, il y a peu de résultats qui se sont reproduits d'une expérience à l'autre. C'est un peu embêtant, et en même temps, le côté positif, c'est qu'il y a un résultat qui revient toujours, c'est la suppression des ondes alpha. Quelle que soit la molécule psychédélique que vous prenez, elle supprime les ondes alpha de manière très consistante. Et c'est quelque chose qu'on observe également avec la DMT. Donc, sur ce graphe, j'aimerais que vous vous concentriez sur la partie alpha ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est coloré dans ce graphe, en fait, c'est la différence entre les 5 premières minutes de DMT, enfin du trip sous DMT, et quand les participants ont les yeux fermés avant. Donc, ils ont également les yeux fermés pendant le trip sous DMT avec un bandeau. Et donc, qu'est-ce que ça signifie si c'est en bleu? Ça signifie qu'il y a moins d'ondes alpha, en fait. Alors, les ondes alpha, on présuppose qu'elles peuvent servir à pas mal de choses différentes. L'interprétation dont j'aimerais vous parler ici, c'est celle qui rentre dans le cadre du predictive coding. Donc, le predictive coding, c'est en fait une théorie qui suppute que le cerveau crée, donc notre expérience consciente serait créée par une sorte de monde virtuel dans le cerveau, qui serait créé en fait par la comparaison entre des prédictions. Notre cerveau serait continuellement en train de faire des prédictions sur le monde qui nous entoure et les inputs, et les arrivées sensorielles qui nous viennent. Donc en fait, nos sens nous donnent des informations, notre cerveau est en train de faire des prédictions sur ce que signifient ces informations sensorielles, et en croisant les deux, il crée un monde virtuel, et ça serait ça notre expérience consciente du monde. Encore une fois, ça c'est une théorie. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, pour être tout à fait honnête. Et donc, voilà, c'en est une parmi tant d'autres. Dans ce cadre-là, les ondes alpha seraient dans le cadre de cette théorie, encore une fois, j'utilise vraiment le conditionnel, j'aimerais que c'est vraiment important, tout ça, c'est pas acté, mais les ondes alpha seraient des prédictions. Et donc, en fait, la diminution des ondes alpha, donc des prédictions qui viendraient, des prédictions top-down, donc qui viendraient du haut vers le bas, donc en sachant que le bas, c'est plutôt les influx sensoriels. Et en fait, du coup, en réduisant ces prédictions, le cerveau se mettrait dans une phase qui serait plutôt drivée par les inputs sensoriels. Je suis vraiment désolé pour les anglicismes, je fais mon possible, mais c'est vrai que bon, voilà, les articles reviennent en anglais.
Donc voilà, on aurait une sorte de réduction des prédictions, une réduction voilà, de toute cette partie-là où le cerveau essaye d'anticiper ce qui se passe. Voilà pour l'aspect oscillation. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail pour l'instant, mais n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. J'aimerais qu'on parle. Et donc, oui, bon, ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que les oscillations alpha sont particulièrement supprimées dans les lobes occipitaux et pariétaux. Le lobe occipital, retenez ça, c'est là où se situe le cortex visuel. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que la DMT est vraiment une des molécules, je pense, une des molécules psychédéliques les plus visuelles. Et donc, c'est assez intéressant de voir que cette suppression des ondes alpha est particulièrement prononcée dans le lobe occipital. On va revenir sur ce lobe occipital un peu après également. Voilà, je voulais préciser ça parce qu'en fait, c'est aussi l'intérêt de cette technique, c'est que là, vous voyez, on a de l'information spatiale en fait qu'on n'aurait pas si on avait simplement analysé les signaux au niveau des électrodes. Et donc maintenant, je vais vous parler brièvement de la complexité et de l'entropie cérébrale. En fait, le taux d'entropie, alors l'entropie, ça paraît être un mot un peu complexe pour désigner quelque chose finalement d'assez simple dans le cadre dont je vais vous parler là. En fait, l'entropie que j'ai calculée, moi, donc j'ai utilisé l'algorithme de complexité de l'impulsif. En fait, c'est une bonne estimation de la diversité spontanée des signaux cérébraux. C'est-à-dire à quel point les signaux sont divers comparés à la normale, à quel point est-ce qu'ils sont chaotiques, si on veut accentuer le trait. Et bon, alors il y a beaucoup de théories autour de l'entropie cérébrale. Je ne vais pas rentrer dans le détail là pour l'instant, mais certains disent qu'une augmentation de l'entropie pourrait refléter une sorte d'agrandissement du répertoire des états cérébraux possibles. Donc on a un cerveau plus chaotique qui pourrait naviguer entre différents répertoires plus facilement. Je ne rentre pas dans le détail pour l'instant, mais c'est vrai que il y a pas mal de théories là-dessus. Je vais les passer pour l'instant. Et donc, voyons quels sont les résultats à ce niveau-là. Donc, en fait, il y a une frontalisation d'une vague d'entropie. L'entropie, enfin, le cerveau devient chaotique. Je vais utiliser ce mot en synonyme d'entropie dorénavant. D'abord dans le cortex occipital, enfin dans le lobe occipital où se situe le cortex visuel pendant les 5 premières minutes. Donc, vous voyez vraiment là que c'est très localisé à l'arrière du cerveau. Puis, cette vague d'entropie va vraiment aller vers l'avant du cerveau, donc qui est une partie, donc le cortex frontal qui est souvent associé à de la métacognition, par exemple. Donc le fait d'être au courant qu'on est en train de réfléchir, par exemple. Et enfin, c'est une des fonctions parmi tant d'autres. Donc là, vous voyez, c'est les résultats pendant de 5 à 10 minutes. Et de 10 à 15 minutes, on a un retour à l'état normal finalement. Et donc, je pense que c'est ces résultats-là que j'aimerais bien que vous appropriez parce que je pense qu'ils sont intéressants, en particulier à la lumière de l'expérience subjective d'un trip sous DMT, parce que ça commence vraiment de manière assez consistante. Ça commence toujours par une immersion visuelle dans un autre monde finalement, quoi, dans une autre dimension. Et puis ensuite, pendant le trip, les participants vont tenter et les utilisateurs de DMT vont tenter de tenter de faire sens en fait, de comprendre ce qui se passe, parce que c'est une expérience qui est assez exploratoire, assez dure à comprendre. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'on a cette activité un peu chaotique dans une partie un peu plus frontale du cerveau. Et donc en fait, cette vague d'entropie, il semblerait, enfin en tout cas les données phénoménologiques et les données de neuroimagerie semblent mettre en avant une expérience qui est un peu en 2 temps, une expérience de DMT un peu en 2 temps. Donc là à droite, vous avez ce qu'on appelle de la phénoménologie, c'est-à-dire on va essayer d'étudier scientifiquement l'expérience subjective en posant des questions aux participants, en ayant des questionnaires, en ayant des interviews, en les faisant noter sur une échelle de 1 à 10 leurs sensations. Et donc là, vous voyez vraiment une première partie très visuelle qui se reflète, je pense, pas mal avec donc le cortex, l'activation chaotique du cortex visuel, suivie d'une deuxième phase un peu plus émotionnelle, métacognitive,
également assez porté sur le corps, les sensations du corps. Et donc là, on voit une partie frontale et temporale du cerveau qui sont qui sont plus chaotiques à leur tour. Et il me semble que ça fait vraiment sens de relier les deux. Donc bien sûr, voilà, donc ça c'est de la neurophénoménologie. Bien entendu, les designs qu'on a en ce moment nous permettent de d'effleurer, on va dire, la surface de la phénoménologie psychédélique qu'on pourrait faire. Et on est en train de développer des nouveaux designs pour essayer de mieux connecter les signaux neuronaux avec l'expérience subjective, parce que c'est ça qu'on essaie de faire en neurophénoménologie. Voilà, alors très rapidement, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on va s'arrêter là après pour la partie vraiment présentation descendante. Mais simplement, ce que j'aimerais vous partager un peu, c'est ma vision quant aux études de neuroimagerie, en particulier sur de la DMT à l'avenir. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant et ce qui est en train d'être fait, c'est de continuer à modéliser le mieux possible la relation entre les mesures objectives, donc les mesures, par exemple, neuroscientifiques, comme les mesures d'entropie dont je viens vous parler, avec les mesures subjectives, l'intensité du trip selon l'intensité visuelle, l'intensité émotionnelle, tous ces éléments-là. Et en fait, je pense qu'en arrivant à modéliser un peu mieux en modélisant la relation entre les deux, on peut arriver à des choses intéressantes, en particulier en matière de dosage clinique de précision. Donc la DMT est de plus en plus utilisée, est en train d'être testée dans des essais cliniques pour différentes conditions mentales, maladies mentales, notamment la dépression. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment d'avoir de la médecine de précision, de la médecine individualisée de précision, qui serait en fait, qui se baserait sur les signaux neuronaux en live, en direct, pour adapter un peu l'intensité du trip, si on pense qu'il y a une intensité optimale à viser pour l'aspect clinique. Et puis surtout, je pense que ça peut ouvrir la porte pour des nouveaux designs neurophénoménologiques où on pourrait tenter d'avoir des interactions un peu plus poussées avec les participants à des moments clés de leur trip pour essayer de pointer des éléments, de mettre ce qu'on appelle un timestamp. Donc, c'est une sorte d'étiquette temporelle à un instant précis du trip où on pense que le participant est en train de vivre quelque chose de marquant, comme une rencontre avec une entité surnaturelle, par exemple, et d'essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau des signaux neuronaux à ce moment-là en particulier, pour en déduire des choses. Donc voilà, l'idée, ce qu'on appelle aussi en neurosciences, c'est ce qu'on appelle aussi des boucles de neurofeedback. L'idée, c'est d'avoir vraiment une boucle où on a de l'information subjective, de l'information objective, et on relie les deux. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et puis je pense qu'on peut passer un peu aux questions, à la discussion. Merci beaucoup, David. Merci, c'était super, très clair. Super. Passionnant. Alors, on a un certain nombre de questions que j'ai notées. Première question de Romain, qui a assisté à une conférence sur le coma, dans laquelle il a compris qu'il y avait une hyperactivité du cortex préfrontal et pariétal, et il se demandait si, avec la DMT, il y a une hyperactivité du cortex préfrontal et pariétal. Est-ce que ça a été étudié à ta connaissance? Ouais. Alors, en fait, donc l'hyperactivité, quand on parle d'hyperactivité, je pense que ce qu'on a en tête, c'est du coup, pour mesurer de l'hyperactivité, il faut travailler avec de l'IRM fonctionnel. Donc, c'est le gros scanner qui fait beaucoup de bruit. Et parce qu'en fait, avec de l'électroencéphalographie, on va pouvoir détailler des oscillations, on va pouvoir détailler de la puissance oscillatoire également, mais on ne parle pas vraiment d'hyperactivité ou d'hypoactivité. Typiquement, là, ce que je vous ai montré, donc il y a plein de manières de... C'est pour ça que je m'arrête un peu sur le mot hyperactivité, parce que c'est dur de simplement dire le cerveau est actif là, ou il n'est pas actif. Le cerveau est toujours actif. Nous, ce qu'on essaie de comprendre, et moi, ce que j'ai fait, par exemple, avec les mesures d'entropie, c'est de savoir est-ce qu'il est actif de manière un peu chaotique. Ça, c'est intéressant, c'est un peu plus qualitatif. Et donc, ce qu'on voit là avec la DMT, c'est clairement une activité un peu plus chaotique à l'arrière du cerveau, donc dans la partie occipitale, puis à l'avant de 5 à 10 minutes pendant le trip. Mais pour revenir sur la partie coma, c'est vrai que typiquement, cette mesure d'entropie, quand on l'applique à des gens qui sont dans des états de coma, ils ont un niveau d'entropie inférieur à la normale.
Ils sont leur cerveau et ils ont des signaux qui sont assez prédictibles, qui sont assez, enfin, qu'on peut assez facilement prédire avec un niveau d'entropie assez bas. C'est aussi pour ça que certains parlent de l'entropie comme étant une bonne manière de classer les états de conscience et de créer une sorte d'échelle du niveau de conscience. C'est très contestable pour pas mal d'aspects, mais en même temps, ça marche pas mal sur des éléments, enfin, sur des états de conscience altérés assez marqués comme enfin, comme le coma ou l'état psychédélique qui sont aux opposés, qui sont aux antipodes. Est-ce qu'on peut parler d'une conscience élargie? Là, je pose quelques doutes supplémentaires. Est-ce qu'on a vraiment une conscience élargie? Bon, c'est des mots qui peuvent, qui peuvent cacher beaucoup de choses différentes en matière de neurosciences. Donc Ça voilà me fait pour penser, David, pardon, parce que j'avais vu précisément une conférence avec un chercheur de l'Université de Liège qui parlait donc de disorder of consciousness. Alors, il se refusait à parler de personnes dans le coma, mais plutôt de ces personnes dans un état végétatif. Et il parlait d'une complexité du fonctionnement cognitif. Je ne sais pas si ma mémoire est vraiment fidèle. Et donc, il faisait cette espèce de séquence de différents états qui allaient du coma jusqu'au au rêve, je crois. Et encore plus complexe que le rêve, c'était l'état psychédélique. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et ce qui leur faisait émettre l'hypothèse que donner de la psilocybine à des personnes dans le coma pourrait peut-être, enfin en tout cas souffrant de ce disorder of consciousness, les faire sortir de cet état. complètement, ouais. C'est une hypothèse qu'il faut tester, mais qui demande, pour le coup, il y a plus de barrières éthiques au fait de faire ça. C'est pour ça que ça n'a pas encore été testé, mais c'est clairement une très bonne piste, je pense. Et tout ce que tu as dit est complètement correct. Ouf! On a vraiment des états avec une entropie assez faible, le sommeil très profond, les épilepsies, quand les gens sont en train de faire une crise épileptique, l'état de sédation, l'anesthésie, le coma, euh, les, euh, le, enfin voilà, donc tous ces états-là, et de l'autre côté des états qui sont beaucoup plus avec un cerveau beaucoup plus anthropique. Donc l'état de rêve, comme tu l'as précisé, les expériences de mort imminente, les états d'hypnose, les états psychédéliques, les états ultra créatifs dans des moments un peu particuliers. Donc voilà, tout ça, donc on a un peu il semblerait qu'on ait un spectre avec une zone au milieu dans laquelle le cerveau normal se situe et puis des zones un peu extrêmes. Je profite, Vincent, avant que tu poses une question du chat, je voulais juste poser une question un peu plus méthodologique avant de rentrer vraiment dans les détails peut-être de tes recherches à toi, mais pour savoir comment vous avez recruté les participants en fait. Déjà, quel est le panel? Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que c'est que dans l'Imperial College, donc finalement que des scientifiques qui font partie de l'équipe, ou est-ce que vous avez recruté des gens de l'extérieur? Comment ça se passe? J'imagine que l'Imperial College doit recevoir des centaines de mails Non, mais c'est une de bonne gens question. qui veulent participer à des études. Ouais. Comment vous triez, voilà, connaître un peu plus le panel, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est une très bonne question. Dans cette étude-là, en fait, ça a été une des premières qui a été faite à l'Impérial. Les gens qui ont été recrutés ont été surtout recrutés sur la base à quel point ils étaient expérimentés en matière de prise de DMT. Donc, ça ne concerne pas grand monde. Là, on réduit beaucoup le champ. Alors, bien sûr, ça n'a pas été marketé comme ça. Enfin, ça n'a pas été dit explicitement parce que sinon, les gens vous disent qu'ils ont une expérience en DMT. Donc, ça a été, en fait, c'est via des interviews et des entretiens de screening. Mais c'est ce qui a particulièrement compté pour Chris quand il a fait son doctorat pour des raisons aussi un peu, comment dire, pour ne pas. Enfin, quand on fait des études pionnières comme ça, on n'a pas non plus envie de se mettre en porte-à-faux personnellement si jamais il y a des gros problèmes, parce que c'est vrai qu'une expérience de DMT, c'est quand même. Ça peut être très marquant. Enfin, en général, c'est une expérience qui est très marquante pour les participants, en bien ou en mal, mais plutôt en bien en général. Mais disons que ça fait partie des expériences qui vont se rappeler toute leur vie globalement. Et on n'a pas vraiment envie du coup, de se retrouver à faire la première expérience de neurosciences sur la DMT avec des participants qui ont des mauvaises expériences.
Donc, c'est pour ça que les participants là avaient. Et puis surtout, c'était en intraveineux, donc c'était un peu nouveau. Donc, l'aspect pionnier de cette expérience fait que l'échantillon. Alors, il me semble que si je dis pas de bêtises, il y a à peu près. Bon, il doit y avoir 5 femmes et du coup 8 hommes. C'est pas extrêmement mixte, mais il y a quand même des femmes. Mais pour être tout à fait honnête, il n'est pas du tout représentatif d'une population normale. C'est également des gens que connaît Chris, et ainsi de suite. Parce que il faut trouver des gens qui sont prêts à le faire. Hein. C'est pas non plus, pour le coup, prendre de la DMT en intraveineuse. Alors, en plus, dans l'autre bras, on a une autre perfusion pour prendre du sang toutes les minutes. Faut quand même se mettre dans l'idée que, bon voilà, déjà la DMT, c'est pas plaisant. Mais alors, en plus de la faire en laboratoire, en intraveineux, avec une prise de sang toutes les minutes, on n'est vraiment pas sur quelque chose de plaisant. Maintenant, bon, voilà. Donc, juste pour dire que cet échantillon-là, on peut faire beaucoup mieux en termes de représentativité. Maintenant, ce qui se fait maintenant que le terrain a été débroussaillé, c'est des échantillons beaucoup plus représentatifs. Donc là, j'ai pas d'action chez Small Pharma, mais je vais me permettre de parler de ce qu'ils font. Ils sont à Londres et en fait, ce qu'ils font, c'est que sur la base de ces études-là de Chris Timmerman, maintenant, eux, ils font appel à des experts en recrutement pour justement sortir de tous leurs biais, de sortir de leur propre réseau. Ils externalisent le recrutement des participants et ils ont fait une première étude, une phase 1, une étude clinique de phase 1 avec des gens qui étaient naïfs en psychédélique, qui n'avaient jamais pris de psychédélique, quel qu'il soit, pour tester en fait si on peut donner de la DMT à des gens qui n'ont jamais pris de psychédélique. Parce que c'est vrai que si la DMT permet de guérir la dépression, c'est super, mais s'il faut avoir des heures de psychédélique derrière soi, ça va pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur des gens qui n'avaient aucune expérience en psychédélique et très peu d'expérience même en drogue en général. Il y avait des gens qui n'avaient même jamais bu d'alcool de leur vie, pour vous dire le niveau de naïveté. Et ils ont fait donc une phase 1 pour prouver, avec des gens donc sains, pour prouver que simplement la prise de DMT en infusion continue était supportable par des naïfs. Voilà. Et alors, est-ce que c'est supportable par des gens naïfs? C'est supportable. Ils sont passés à la phase 2A, dans laquelle maintenant ils testent ça sur des populations dépressives. Et donc là, les premiers résultats sont sortis, ils sont assez prometteurs. Maintenant, je pense que allez regarder les résultats de Small Pharma si vous voulez en savoir plus. Pour le coup, je ne fais pas les relations publiques de Small Pharma, donc, Ok, mais ok. c'est assez prometteur. Voilà. Ça alors. Alors, une Merci autre beaucoup, question. c'était super intéressant ta réponse. Alors, il y a un certain monsieur Hugo Château-Laurent qui a posé plein de questions. Voici sa première. Avez-vous observé des effets sur les signatures EEG, donc électroencéphalogramme, de la conscience d'accès, comme la P300 Wave? Oui, alors bah non, du coup, on n'a pas vu le design qu'on a fait ici, on n'a pas fait de. Donc, pour avoir des résultats comme ceux-là, il faut faire ce qu'on appelle des ERP. Alors, Euh, pardon, mais j'aimerais comprendre la réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. ouais, Si tu veux bien. ok. En fait, quand tu. Donc, la conscience d'accès, c'est à quel moment tu prends conscience de ce qui se passe devant toi. Ça prend quelques millisecondes, 300 millisecondes à peu près. Et donc, il y a des gens qui s'intéressent, notamment à Paris, en fait. Il y a toute une équipe de neuroscientifiques qui bossent beaucoup sur la conscience d'accès avec Stanislas Dehaene, au Neurospin, etc., qui cherchent à établir comment est-ce que ça se fait que d'un coup, ces informations sensorielles qui t'arrivent sont diffusées dans l'ensemble du cerveau et que tout se connecte, en gros, quoi. Premièrement, moi, je suis pas un spécialiste de la conscience d'accès parce que finalement, c'est une spécialité parisienne, hein, enfin, c'est une spécialité du neurospin en particulier. Et deuxièmement, du coup, ça demande un design un peu particulier où on va chercher à mesurer vraiment ce qui se passe 300 millisecondes après un stimulus. Mais là, ce qu'on fait, en fait, moi, dans mon expérience, c'est plutôt ce qu'on appelle du resting state en anglais, euh, enfin, en gros, à l'état de repos. C'est-à-dire que les gens, on met un casque de neuroimagerie sur les gens sans les stimuler d'une aucune façon, à part l'intervention pharmacologique de la DMT. Mais on leur montre rien, on leur demande pas de répondre à des batteries de tests, etc. On veut juste observer ce qui se passe à l'état de repos, ce qu'on appelle voilà, le resting state. Donc du coup, je ne peux pas vraiment répondre à la question parce qu'on on n'a pas fait le design en question. Ok, tant pis pour cette première question de Hugo. Voici sa deuxième. Peut-être aurait-il fallu randomiser l'ordre IO-IC, donc ça doit être yeux ouverts, yeux fermés, enfin yeux ouverts, yeux fermés, pour contrôler les dépendances temporelles.
C'est d'ordre Euh, méthodologique, en tout cas, une question. oui, alors, en fait, yeux ouverts, yeux fermés, ça se passe avant l'intervention pharmacologique. Euh, Globalement, il se passe un peu toujours la même chose. Pour le coup, c'est des résultats d'électroencéphalographie connus depuis des centaines d'années. En fait, c'est les premiers trucs qu'on a fait, c'est de demander aux gens d'ouvrir et de fermer les yeux. Et on observe que quand on ferme les yeux, on a ces ondes alpha qui apparaissent. Quand on les ouvre, les ondes alpha sont supprimées. C'est un des premiers résultats d'électroencéphalographie. Euh, oui, on aurait pu randomiser cette partie-là. Je pense que pour le coup, ça change pas grand-chose sur l'expérience. Et en fait, surtout, ça prépare un peu les gens quand même à. Après, ils gardent les yeux fermés pendant le trip de DMT. Ils ont un bandeau devant les yeux. Il faut bien comprendre qu'ils sont aussi dans cette phase-là, pré-intervention pharmacologique. C'est aussi une phase où on essaie de les mettre dans un état un peu de relaxation pour éviter le problème majeur avec la DMT qui est l'anxiété au déclenchement du trip. Voilà, on veut éviter que les gens soient trop anxieux quand ça se passe. Donc, finalement, moi, ça me sert dans mes analyses, mais cette partie-là, yeux ouverts, suivi de yeux fermés, etc., c'est une partie, pour les participants, c'est une partie de relaxation avant le trip. Et du coup, ça me rend curieux parce que je n'ai aucune idée de ce que ça donne, les doses en intraveineuse de DMT que vous avez administrées. Ça correspond aux doses où on se promène dans des endroits multicolores, on fait des rencontres insolites. Ouais, ouais, à 20 milligrammes, on est sur ça, ouais, ouais, ouais. Même un peu avant. On est sur un breakthrough, si on veut utiliser la terminologie anglaise, je sais pas trop comment on dit, mais on est sur une, euh, une expérience d'immersion complète dans une autre dimension. Enfin, pour Hmm. prendre des termes un peu de psychonautes, on est quand même là-dessus, parce que c'est de la DMT pure en intraveineux, donc ça va assez vite. Faut bien comprendre que pour les gens qui sont peu familiers avec les doses, quand on vaporise de la DMT, donc qui est une manière un peu plus, on va dire, récréationnelle de prendre de la DMT, ou thérapeutique, peu importe, mais disons que c'est ce que font les gens quand ils prennent de la DMT dans le vrai monde, on va dire, en dehors de l'hôpital. Quand on vaporise de la DMT, bon, les doses sont variables d'un individu à l'autre, mais disons que une dose élevée, une dose très élevée va de 15 à 30 milligrammes. Donc, et là, on a souvent de la DMT qui n'est pas, qui est pas pure à 100%, avec des déperditions ici et là, que ce soit la fumée ou que ce soit la manière de l'ingérer. Donc 20 mg de DMT intraveineuse, c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup. Ok. Alors, il y avait une troisième question de Hugo. Selon vous, pourquoi les intentions et le mindset sont importants en réduction des risques si les prédictions top-down sont diminuées? Est-ce pour optimiser les quelques signaux top-down qui restent? Oui, voilà, bon, exactement. Je pense que je me suis jamais posé cette question. C'est intéressant de faire le lien entre le predictive coding et le set and setting. Euh, bon, les prédictions sont jamais complètement. Alors, déjà, premièrement, c'est une théorie. Donc, c'est en particulier une théorie qui est beaucoup développée en Angleterre, à Londres et à Brighton, enfin, à l'université de Sussex et à l'université de l'Imperial College. Il y a d'autres théories de la conscience, hein. Le predictive coding n'est vraiment pas l'unique. Euh, et dans cette théorie, effectivement, la réduction des prédictions, bon, oui, mais réduction des prédictions, très bien, mais comme Hugo le dit, on en garde pas mal. Enfin, je veux dire, on peut pas, même dans ce framework, même dans ce modèle, on peut pas réduire complètement toutes les prédictions du cerveau, sinon on n'aurait pas cette conscience du monde. On peut pas avoir un cerveau uniquement contrôlé par les inputs sensoriels. Maintenant, le set and setting, c'est quand même une bonne réflexion c'est une bonne remarque parce que le set and setting, je pense que c'est particulièrement important pour des psychédéliques qui durent plus longtemps, en fait, dans lesquels on a le temps d'évoluer un peu plus dans le trip et d'avoir différentes phases psychologiques. La DMT est quand même, comment dire, enfin, par exemple, les gens ont beau faire de la relaxation pendant 2 heures avant, du yoga, de la méditation, tout ce qu'ils veulent, le trip est toujours assez abrupt quand même et toujours assez très très intense. Il y a pas de, ça se fait pas vraiment en douceur malgré toute la préparation qu'on peut avoir avant. Bon là, fin, c'est aussi un peu de l'expérience personnelle qui parle, donc probablement que je décris pas l'intégralité des trips ici, hein. Mais du coup, c'est vrai que le, le, le-
c'est plus dur d'avoir un set and setting qui va impacter le trip, je trouve, avec de la DMT, parce que le trip de DMT nous emporte là où il doit nous emporter et il y a peu de contrôle dessus, quoi. Ouais, vas-y, dis-moi comment ça. Oui, ça me fait penser à la question de la musique, parce que on peut quand même profiter de la musique, et la musique a aussi, enfin là, c'est aussi mon expérience personnelle qui parle, je ne sais pas si je peux trop le dire, mais c'est quand même important. Est-ce que les volontaires sains qui ont reçu cette DMT en intraveineuse ont bénéficié d'un accompagnement musical? Et si oui, lequel? On veut des idées pour les playlists. Ouais, tout à fait. Bonne question aussi. Ouais, non, effectivement. Non, il y a la musique. Alors après, sous DMT, souvent, les participants, on ne se rappelle pas de la musique parce que ils sont vraiment, voilà, ils sont ailleurs, etc. Mais on met de la musique. En l'occurrence, c'est des sons qui sont, c'est assez proche c'est des sons d'ambiance qui sont assez proches des sons, de sons blancs, de choses comme ça. On Ah. essaye on a évité les sons un peu clichés, type, je sais pas moi, de la musique indienne ou de la musique chamanique ou quoi, pour pas trop perturber l'expérience en elle-même, parce qu'il y a d'autres études qui se concentrent sur l'influence de la musique. Donc, Sous DMT. pas sous DMT, c'est plutôt sous psilocybine, sous LSD, parce que là, on a un trip plus long, on a différentes phases. Il y a des entreprises maintenant qui essaient même de développer de la musique en direct sur la base de enfin, sur la base des signaux neuronaux et sur la base également de ce que la personne veut vivre à des instants donnés. Donc, on rentre dans une ère de thérapie clinique ou voire d'usage récréationnel psychédélique avec des trucs sur mesure qui avancent au fur et à mesure, etc. Bon, nous, on est parti sur un truc qu'on jugeait le moins anxieux possible, le plus neutre possible, mais quand même d'avoir quelques inputs auditifs, quoi. Donc plutôt du bruit blanc, si j'ai bien compris. Pas que, enfin, c'est un peu dur à décrire, mais Mais vous avez conçu la musique exprès ou est-ce que non, c'est des musiques qu'on a trouvées. Pour le du coup, gros community? c'est plutôt ma collègue. Pour le coup, Vincent, je pourrais te mettre en contact avec ma collègue Lisa qui est en doctorat avec Chris qui a réfléchi un peu aux musiques, ouais. Ah d'accord, ok. Pour le coup, moi, j'ai pas trop regardé. J'étais un peu plus geek sur mon ordi, quoi. Ok. Très bien. Alors, une autre question. Quelqu'un prépare un sujet de doctorat sur la dissolution de l'ego dans l'expérience psychédélique et le lien avec l'entropie. Est-ce que tu as étudié la dissolution de l'ego dans ton étude? Ouais. Ouais. Bon, bah oui, c'est un des sujets un peu majeurs quand on parle d'expérience subjective avec les psychédéliques. Nous, ce qu'on aimerait faire dans l'idée, quand on fait de la neurophénoménologie, c'est par exemple de comprendre quels sont les signaux neuronaux associés à la dissolution d'ego. Parce que ça c'est la clé pour comprendre beaucoup de choses, notamment la construction de l'individualité dans le cerveau. Comment se construit, comment ça marche, quels réseaux sont impliqués pour la construction de cet ego, etc. Pour être tout à fait honnête, il y a quelques résultats qui sont sortis. Robin Carhart-Harris a en particulier développé l'idée comme quoi la désintégration du réseau par défaut serait médiatrice de la dissolution d'ego. C'est des résultats qui sont pas mal contestés aujourd'hui. Moi particulièrement, en ce moment, j'ai un jeu de données beaucoup plus conséquent, beaucoup plus large de gens qui ont pris du LSD et donc, j'ai étudié les différents réseaux. Bon, c'est pas publié encore, mais typiquement, la désintégration du réseau par défaut, je la retrouve absolument pas. C'est un peu un problème en neurosciences, hein, c'est qu'on a des problèmes de réplication. Mais toujours est-il que là, à l'heure actuelle, de savoir, du coup, sur la DMT, moi, je me suis pas trop, pour répondre à la question plus précisément, sur la DMT, moi, je me suis pas trop concentré sur la dissolution d'ego parce que du coup, j'avais des collègues qui travaillaient un peu plus sur l'aspect phénoménologique et moi, j'étais un peu plus sur l'aspect neuroscientifique. Et puis voilà, lui, moi, on ne peut pas tout faire. Ce que je fais maintenant, là, pour le coup, à Copenhague, je m'intéresse effectivement à la dissolution d'ego, mais de manière indirecte. J'essaie de voir si typiquement cette désintégration du réseau par défaut est avérée. À voir, mais là, sur 50 participants, je ne l'obtiens pas. Je devrais avoir 80 participants assez rapidement. Bon, voilà, c'est bien d'émettre des hypothèses. Maintenant, on est dans une phase, au niveau de la des neurosciences psychédéliques, on essaie de consolider et d'avoir des résultats un peu plus qui sont répliqués. Et ce n'est pas encore le cas. Donc, du coup, sur ce sujet en particulier, je pense qu'il y avait plus de certitude il y a 3 ans qu'il y en a maintenant. Voilà.
Oui, sur ce sujet de la dissolution de l'ego, ça me fait penser à un webinaire qu'on avait organisé avec Raphaël Millière qui avait déconstruit en fait cette notion. Dissolution de l'ego, ça a l'air simple à comprendre, mais lui, il l'avait vraiment déconstruit plein de petits paramètres pour un peu critiquer une expression peut-être beaucoup plus facile à dire que intéressante à penser, quoi. Bah, Si je peux dire. Le modèle de Raphaël en matière d'ego et d'individualité est super intéressant parce qu'en gros, il essaie de créer plus qu'une dimension. Mm, Et ça, c'est très intéressant parce que effectivement, par exemple, quand on prend de la DMT, il y a un rush dans tout le corps au début, par exemple. Bon, bah, est-ce que ça fait partie de l'ego, le corps? Bah, enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à distinguer. Et donc, son travail est super intéressant parce que voilà, il crée un espace multidimensionnel où l'ego peut évoluer, quoi. mm, mm. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? Plus beaucoup sur mon document. Euh, Une personne qui s'appelle Luna précise qu'elle a plusieurs témoignages de personnes qui disent entendre les couleurs et voir les sons. Et la question est, mélange de connexion neuronale. Alors j'imagine qu'elle fait référence aux expériences de synesthésie. Est-ce que toi, en tant que neuroscientifique, tu peux nous en dire plus sur ce sujet mystérieux Ouais. du fait de voir des sons et d'entendre des couleurs? Bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est donc la synesthésie. C'est un phénomène qui apparaît également. Il y a des gens qui sont dotés de cette faculté, si on peut appeler ça une faculté, tout le temps, et d'autres gens qui l'expérimentent lors de prises de psychédéliques. C'est pas non plus quelque chose qui arrive à tout le monde. Euh, En termes de neurosciences de la synesthésie, je vais avoir du mal à dire quelque chose de bien sûr. J'avais une collègue qui travaillait là-dessus et pour autant, j'en sais pas grand-chose. C'est un peu le problème parfois de la recherche, on se spécialise vite. Donc, non, j'aurais du mal à en dire quoi que ce soit, mais oui, enfin, très clairement, c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens prennent des psychédéliques. Donc, Alors moi, mon document est épuisé. Peut-être que depuis lors, il y a de nouvelles questions sur le chat. Il y a une invitation à venir faire des jams psychédéliques à Bordeaux. Alors, contactez Hugo, mais je crois que pour les questions du chat, on a fini. super. Zoé, peut-être as-tu encore des questions pour David? Non, moi c'est bon, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Vincent, toi, tu as d'autres questions. Oui, des milliers, mais je crois que c'est surtout le moment d'exprimer une forme de gratitude envers toi, David, pour cette Ouais, communication passionnante, merci très beaucoup. claire, Oui, technique, mais claire. Donc, merci infiniment. Merci à vous de m'avoir invité. Enfin, c'est un plaisir de partager. Enfin, je pense que c'est vraiment une bonne initiative parce que quand on fait ce genre de recherche, en général, on est passionné, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir le partager, quoi. Bon, plaisir à renouveler, hein, reviens quand tu veux, hein, quand tu auras avancé. ouais, Quand j'aurai des résultats sur le LSD, du coup. Voilà. Ok, alors à bientôt. merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et puis à la prochaine. Oui, merci aussi à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et Ouais. on va laisser ça, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Merci aux Donc, spectateurs, les questions étaient assez intéressantes. C'est assez challengeant parfois, c'est bien. très bien. Alors, bonne soirée à tout le monde ou bonne journée selon à l'heure à laquelle vous verrez ce replay et à bientôt. Au revoir. Au revoir.